bah tiens, EY, appelons l'équipe d'auditeurs. Moi, je me suis jamais reconnu comme auditeur, hein, parce que c'est pas mon métier au jour le jour. Par contre, c'est vrai que le Transaction Services, c'est une prestation contractuelle d'audit, d'acquisition, et son émergence a été faite dans les cabinets d'audit historique, donc les Big Four. Moi, je détermine pas le prix. Donc voilà, le banquier d'affaires s'occupe de ça, et moi, j'ai tendance à qualifier toujours le banquier d'affaires comme le chef d'orchestre de la transaction, qui s'accompagne d'experts et de son client pour aller jusqu'au bout. Moi, je ne suis qu'un des experts qui encadre la transaction. Donc, c'est-à-dire notre quotidien, c'est l'extraordinaire des sociétés. Pour un étudiant, moi, je lui fais la promesse que quand il lira des états financiers, il comprendra beaucoup plus que la moyenne des gens. Si je vous demande pourquoi EY et que vous me donnez que des éléments qui sont applicables à tous les cabinets de la place, je vais pas ressentir que vous êtes si intéressé que ça pour EY. En moyenne, les horaires en TS sont pas comparables aux horaires en M&A. Le salaire en Transaction Services, c'est un salaire compétitif par rapport aux autres firmes des Big Four. Maintenant, un consultant, il est entre 50, 55, 60 en fonction des profils aussi d'expérience. Bonjour Alexis. Salut Guillaume. Je suis ravi de t'accueillir ici au Village BayCA, l'accélérateur de start-up du Crédit Agricole, dans lequel nous sommes aussi incubés avec Trainingoo depuis maintenant plusieurs années. Alexis, tu es senior manager en TS chez EY. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour partager ton expertise. La première question du podcast est toujours très générale. Peux-tu te présenter et revenir sur les grandes étapes de ton parcours? Écoute, déjà merci pour ton invitation. Pour me présenter, donc Alexis Fontana, moi je suis senior manager au sein d'EY en Transaction Services à Paris. J'appartiens à la grande famille de EY Stratégie et Transactions, EY Parthénon, donc ce sont nos métiers qui sont dédiés à la transaction. En termes de parcours, moi j'ai fait l'ESSEC après une classe préparatoire. Après ce passage à l'ESSEC, il a été finalement complété par quelques moments de stage. Donc moi, j'ai eu la chance de faire des stages en audit. Ça a été mon premier point de rencontre avec la finance d'entreprise, donc à Paris. Et après, j'ai enchaîné directement sur le private equity. Donc là, c'était une activité de capital investissement, de dette privée que j'ai pu faire à Paris, à Genève et à Johannesburg. Donc avec une expérience internationale. Et à la suite de ça, je me suis posé la question que la plupart des étudiants de Trainingoo se posent. Qu'est-ce que je vais faire pour commencer ma carrière professionnelle ? Et là, j'avais besoin d'un métier technique, notamment parce que j'avais amorcé à l'ESSEC le parcours expertise comptable. Et deux, j'avais un vrai besoin de comprendre ce qu'on me transmettait en termes d'information financière. Donc j'ai découvert le métier du Transaction Services que j'avais pas fait en stage, comme premier CDI. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé chez EY en 2016. Et suite à quoi, j'ai monté les différents échelons. Donc, analyste, senior manager. Voilà. Alexis, on va couvrir 3 grandes thématiques dans ce podcast. La première, c'est qu'est-ce que le Transaction Services, qu'on appelle aussi le TS. La seconde partie, c'est comment on intègre ce métier du Transaction Services. Et la troisième partie sera quelles sont les options possibles après une expérience plus ou moins longue en TS. Ouais. Première partie, qu'est-ce que le TS? Alors, là, pour commencer, peux-tu expliquer concrètement ce qu'est le Transaction Services? Écoute, Transaction Services, alors déjà on utilise un terme en anglais, vous allez tomber sur Transaction Services, Transaction Diligence. Finalement, en français, on résume ça au travers d'un terme, c'est l'audit financier contractuel. Et ce sera un bon point qu'on évoquera après, si tu veux, plus spécifiquement de la différence entre l'audit contractuel et l'audit légal. Finalement, moi, mon travail au quotidien, c'est accompagner un client dans le cadre d'une relation contractuelle sur un audit qui intervient à 2 moments possibles. Le premier, c'est l'audit d'acquisition lorsqu'il recherche à acheter une société donnée. Ensuite, c'est l'audit d'acquisition, mais côté vente, c'est-à-dire lorsqu'il détient un actif et qu'il souhaite le céder ou même quand il souhaite se céder lui-même. Donc le service à la transaction, c'est donc un métier au sein du conseil en transaction qui est dédié à l'accompagnement sur les thématiques financières de nos clients sur ces 2 axes, achat
ou vente. C'est important d'avoir ça en tête parce que métier de transaction, il y en a plein. Il y a la banque d'affaires, le M&A, je sais que vous en parlez très bien chez TradingView. Vous avez aussi d'autres métiers qui sont, par exemple, l'Operational Transaction Diligence. On a les métiers d'experts de valorisation, qui sont aussi liés à la transaction la plupart du temps. On a les conseillers en stratégie, donc qui font des due diligence commerciales. On a des due diligence environnementales. Je crois que vous avez aussi couvert ça récemment avec TradingView. Bref, il y a autant de due diligence, même légale, taxes, etc. On est tous au service de la transaction, mais moi, mon travail au quotidien, c'est sur la partie financière. Donc ça, c'était pour positionner le Transaction Services. Après, qu'est-ce qu'on y fait finalement dans ces audits d'acquisition? Nous, on n'a pas une obligation légale qui encadre du coup nos travaux. Donc je ne suis pas en train de faire un audit légal de la société comme le font des commissaires aux comptes. Moi, je suis expert comptable. C'est pas nécessaire pour faire du TS, mais c'est un plus souvent. Finalement, moi, j'ai une obligation de moyens vis-à-vis de mes clients, de vérifier les comptes d'une société, d'en identifier les principales conclusions sur la compréhension et l'analyse de la performance financière, historique, parfois projetée, le business plan, etc. Comprendre quels ont été justement ces principaux changements. Alors ça va être comprendre par géographie, par produit, par marque, des effets volume, des effets prix, bref, apporter de la lumière là où les chiffres sont complexes. Voilà. Alors, on va y revenir sur les missions du TS, mais avant ça, tu parlais précisément de l'audit. On entend souvent parler d'audit, et c'est un métier qui est d'ailleurs aussi exercé par EY. Quelle est la différence entre l'audit et le Transaction Services? Écoute, c'est un bon point parce qu'en plus, je sais moi j'ai commencé en 2016 et on a souvent le rapprochement qui est fait, bah tiens, EY, appelons l'équipe d'auditeurs. Moi, je me suis jamais reconnu comme auditeur, hein, parce que c'est pas mon métier au jour le jour. Par contre, c'est vrai que le Transaction Services, c'est une prestation contractuelle d'audit d'acquisition et son émergence a été faite dans les cabinets d'audit historique, donc les Big Four. Maintenant, il y a des super firmes hors Big Four qui se sont développées, mais historiquement, c'était via ces firmes-là, où vous aviez en effet la partie commissariat aux comptes, donc c'est ça ce qu'on appelle l'audit légal. C'est quelqu'un qui est diplômé d'expertise comptable ou du certificat d'aptitude de la commissariat aux comptes, qui audite les comptes pour répondre à une obligation légale d'une société. Donc là, il doit rendre des comptes avant tout à l'État, plutôt qu'à son client. C'est pas un audit contractuel. Donc il a bien sûr une mission d'audit qui est signée avec la société, il y a des fees d'audit qui sont payés, mais là, il y a une obligation, j'allais dire sociétale d'audit. Donc ça, c'est très différent, c'est l'audit légal, donc c'est ce qu'on appelle donc finalement les personnes qui vont être amenées à formuler une opinion sur les comptes et à certifier les comptes. Donc c'est une obligation, enfin c'est une fonction dans notre société qui est très importante, le commissaire aux comptes. C'est-à-dire que tous les comptes, moi, que je revois, la plupart, de par leur taille ou parfois de la volonté de certaines sociétés d'avoir du coup une certification, sont revus par des commissaires aux comptes et donc rassurent la place financière sur la qualité et l'exactitude des comptes. Parce que le commissaire aux comptes, quand il revoit les comptes, il vérifie déjà que les comptes sont fiables, ils reflètent une image fidèle, et qu'en plus, c'est fait en accord avec les règlements nationaux. Donc French GAAP, par exemple. Est-ce que les comptes de cette société, les méthodes comptables sont bien en ligne avec les règles comptables en France? Donc il nous assure de tout ça, il apporte déjà autour de la table, parce qu'on est nombreux autour de la table de la transaction, déjà un premier terrain de confort et de légitimité des données financières. Et après, nous, on intervient en tant qu'experts des chiffres pour vérifier que bien que ça soit légitime, bien que ça soit honnête, il y a sûrement des choses qu'il faut qu'on aille analyser pour éviter que notre client à l'achat ou que notre client à la vente rate quelque chose dans la transaction. Voilà. Est-ce que c'est pertinent de dire que l'auditeur est plutôt un vérificateur alors que le professionnel du TS peut être un consultant? En gros, l'audit, c'est pas un conseil, c'est une fonction de vérification qui répond à une obligation légale, alors que le TS, on intervient plutôt en conseil d'une entreprise. Exactement. C'est la principale différence, c'est que l'auditeur, lui, répond à la mission légale qui lui est donnée, alors que moi, je réponds à une mission de conseil, je suis consultant, j'assiste, je fais du transaction services, donc j'apporte des services liés à la transaction. Exactement. En TS, on intervient dans le cadre d'une transaction
M&A, mais c'est important aussi de bien clarifier en quoi le métier du TS est différent de celui de banquier M&A. Ouais, alors ça, c'est une excellente question. Souvent, c'est dans l'esprit des gens qui n'ont pas l'habitude à faire avec des consultants en transaction, ça peut paraître flou. Parce que puisqu'on travaille tous les deux sur la transaction, on ne sait pas exactement qui fait quoi. En plus, on s'intéresse tous les deux aux chiffres, donc on est vraiment sur un chemin commun. C'est une équipe en fait. C'est-à-dire que moi, quand je travaille par exemple aux côtés de mes clients sur des mandats de vente, en réalité, ces clients, je leur apporte de la clarté sur les chiffres historiques, je leur apporte des agrégats de transactions solides sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour vendre leur société. Je leur apporte aussi, la légitimité de se dire: «Quelqu'un a vérifié encore les comptes». Donc ça, c'est fort quand même, quand on approche le marché. Mais moi, je ne fais pas de valorisation. C'est-à-dire que je donne les agrégats clés de transaction, ma vision, Mmh. mais c'est pas moi qui vais dire: «C'est 8 fois, 10 000 000 d'EBITDA». Mmh. Ça, c'est plus le travail soit du valorisateur quand on a besoin encore plus d'expertise, soit du process M&A qui lui articule le processus de vente en se disant: «Il nous faut un prix». Moi, je détermine pas le prix. Donc voilà, le banquier d'affaires s'occupe de ça et moi j'ai tendance à qualifier toujours le banquier d'affaires comme le chef d'orchestre de la transaction qui s'accompagne d'experts et de son client pour aller jusqu'au bout. Moi, je ne suis qu'un des experts qui encadre la transaction. Voilà. Avec ton recul, quels sont les principaux attraits du métier TS pour un jeune étudiant, jeune diplômé, et pourquoi rejoindre ce métier par rapport à d'autres métiers financiers? OK, ouais, alors sur ça, je pense que je vais déjà me rappeler moi ce que j'attendais quand je suis sorti de l'ESSEC, du métier du TS. Moi, je voulais que ça soit un métier qui m'apporte un socle de connaissances solide en finance d'entreprise. Ça, je pense que c'est la promesse qu'on peut formuler à n'importe qui en TS. C'est d'acquérir en très peu de temps, parce qu'en fait, on vit quand même sur chacune de nos missions un phénomène extraordinaire dans la vie d'une société, puisqu'on est dans la transaction. Donc c'est-à-dire notre quotidien, c'est l'extraordinaire des sociétés. Ça, c'est quand même en termes de courbe d'apprentissage et d'exposition, c'est remarquable pour les étudiants qui veulent nous rejoindre. Vous allez côtoyer les sujets clés de la finance d'entreprise. Donc avoir le bagage technique en finance d'entreprise, c'est clé. Deuxième aspect, cette finance d'entreprise, elle se fait pas qu'en chambre. C'est-à-dire que quand on analyse les états financiers, on analyse les balances générales, les fichiers d'écriture comptable, les reporting, etc. Le chiffre ou la donnée n'est pas donnée. C'est-à-dire que il faut la confronter. Et ça, on apprend à confronter les chiffres. C'est-à-dire qu'au bout d'une certaine période de temps pour un étudiant, moi je lui fais la promesse que quand il lira des états financiers, il comprendra beaucoup plus que la moyenne des gens. Et c'est ça notre spécialité quand on dit Transaction Services, c'est avant tout d'avoir un niveau de lecture des états financiers très élevé. C'est-à-dire qu'on est confronté quotidiennement aux chiffres, donc on sait mieux les regarder. Et quand je disais aussi, il faut les confronter, ce qui est important, c'est que nous, on a une exposition quotidienne aux directions financières des groupes que l'on analyse ou que l'on veut acheter, enfin dans lequel on travaille vers l'achat. Et aussi, on a une exposition quotidienne aux investisseurs, donc les fonds d'investissement avec qui on travaille, qui ont des niveaux d'analyse qui sont très élevés, des demandes aussi qui sont pointues, et tout ça enrichit la personne qui rejoint le Transaction Services. Et enfin, c'est toi ce qu'il le soulignait tout à l'heure, c'est l'aspect qu'on est plongé dans la transaction. Donc on apprend aussi des autres. Quand vous voyez un rapport de strategic due diligence, de grands cabinets de conseil en stratégie, quand vous voyez le travail que fournit un banquier d'affaires, ça vous permet de mieux comprendre encore plus la pierre que finalement nous on apporte en TS à l'édifice. Voilà. Peux-tu définir ce que sont les missions de due diligence buy-side et sell-side en TS et en quoi elles diffèrent l'une de l'autre? Donc buy side et sell side, déjà en termes de différenciation, il y a plusieurs critères. Je pense que le premier critère, c'est celui de la durée. Alors il y a toujours des cas qui me feront mentir, mais en règle générale, le buy side due diligence, il intervient à une phase dans la transaction qui est quand même déjà bien avancée. Soit c'est un deal primaire sur lequel personne n'a fait de VDD, mais c'est rare maintenant de nos jours. C'est assez attendu qu'il y ait une VDD qui est faite. Mais du coup, on travaille plus en contradictoire, c'est-à-dire qu'on revoit ce qu'a fait un de nos confrères en sell-side due diligence. Et du coup, on intervient en moitié de process, voire fin.
D'accord? Donc ça, en termes de durée, finalement, la mission, elle est plus courte. C'est 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, rarement plus, sinon ça veut dire qu'on fait aussi le travail du VDD. Donc buy side, c'est plus court. VDD, là, en fonction de Donc la pierre VDD, précieuse qu'on a, vendor voilà, due voilà, diligence excuse-moi, côté exactement. vendeur. Vendor due diligence, donc on est un mandat côté vente, on accompagne le dirigeant ou le fonds d'investissement à essayer de vendre le groupe. Là, en fonction de la pierre précieuse qui est entre nos mains, si c'est très très gros comme groupe, il y a des VDD qui durent des années. Si c'est plus petit comme élément, c'est des VDD qui peuvent durer 3 semaines, 4 semaines. Voilà, c'est plus long que la buy side, mais du coup, c'est aussi différent en termes de timing. Là, la VDD, on travaille généralement peu de temps après que le banquier d'affaires ait mis dans l'esprit du dirigeant la volonté de vendre sa société. Mmh. Donc on est vraiment aux prémices. Voilà. On travaille directement. Ça, je vais revenir sur le deuxième critère, c'est pas la durée, c'est l'accès au management. Là, on est en vendor due diligence, on est au contact de la direction générale Mmh. au quotidien. On n'a pas de restriction d'accès et du coup, on a la possibilité de construire un rapport étayé pour expliquer et accélérer le process. Parce que ça, je rappelle sur ce point-là, c'est hyper important. La VDD, le vendor due diligence, c'est un rapport qui cherche à accélérer les process. C'est-à-dire qu'on veut gagner du temps en analysant, en présentant tout ce qu'il y a de matériel à présenter pour éviter que l'hacker potentiel ait à le faire. Et donc permettre au banquier d'affaires de vendre la société plus rapidement et mieux. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième aspect, c'est l'accès au management. En buy side, le grand jeu du banquier d'affaires, et ça fait partie des qualités, je pense, de gestion des process, c'est de ne pas laisser l'accès complet à l'équipe de buy side due diligence. Il y a plusieurs raisons. La concurrence sur le process, on va pas permettre à 10 personnes de poser 1000 questions. Voilà. Le deuxième aspect, c'est il y a déjà une VDD de fait, donc à quoi bon refaire le travail qui a été déjà refait? Ça n'empêche pas qu'il y a des choses à creuser en plus, parfois, parce qu'en lisant le travail de quelqu'un, on peut avoir des idées en plus. Et troisièmement, c'est aussi l'aspect de la gestion du process et de l'accès à la direction générale de la société. C'est tout le jeu du banquier d'affaires qui crée du coup ces aspects de limitation. Voilà. Pour chaque situation, buy side et sell side, quelles sont les étapes clés de la mission de due diligence? Quel est le rôle du consultant TS à chaque étape? Et d'ailleurs, toi, Alexis, tu préfères quoi, sell side ou buy side? Alors c'est une très très bonne question. Moi, j'ai toujours tendance à dire que les mandats de buy side due diligence sont des mandats pour lesquels la seniorité compte encore plus que le sell side. Surtout sur les plus gros dossiers qui sont sur la place, c'est quand on s'attaque à une buy side, je vais pouvoir te représenter les différentes étapes, on a accès à une data room. Parfois, c'est que l'accès à la vendor due diligence du coup de notre confrère, et on a un travail de lecture. Donc on passe un certain temps, en fonction des volumes, à lire ce qui a été fait, comprendre ce qui a été fait, challenger ce qui a été fait, rythmer notamment un échange à venir avec le sell side. Donc la première étape, c'est la lecture. La deuxième étape, c'est la confrontation. Donc c'est-à-dire de se dire, on a compris ça, expliquez-nous ces différents aspects-là, et au travers d'un échange qui n'est pas celui de équipe A contre équipe B. Le but à la fin, on est indépendant, mais le but c'est quand même que le process puisse avancer. Donc nous, on n'est pas que dans une bataille d'experts, on est dans un éclaircissement pour notre client. Donc là, la deuxième étape fédératrice, c'est confrontation des experts. Donc on va avoir le terme d'expert session ou Q&A. Donc là, on se pose des questions, on a des réponses, on poursuit, etc. Et troisième étape, c'est celui de la conclusion. Là, on trouve nos findings, donc toutes nos conclusions sur le dossier qu'on partage à notre client. Et généralement, on donne notre vision à nous, dans notre équipe, de l'EBITDA ajusté, agrégat de transaction, de la dette nette ajustée, deuxième agrégat de transaction, du BFR ajusté. Et on le compare par rapport à ce qu'a fait le sell-side due diligence provider, donc notre confrère. Voilà. Ça, c'est les étapes pour la buy-side. Après, sur la sell-side, alors là, c'est différent comme approche parce qu'on est vraiment dans la construction d'un rapport. Donc, ça dépend de la durée de la VDD, mais généralement, les temps sont les suivants. C'est 1, collecte de données. Alors, parfois, on commence en table rase. Si c'est des deals primaires, l'équipe de management n'a pas l'habitude, etc. Donc, on va constituer des demandes d'informations, parce qu'on a l'habitude de traiter tout type d'informations financières. Ça, c'est aussi un des points qui est important pour le Transaction Services, c'est on sait construire la donnée, déconstruire la donnée, la reconstruire. Et ça, pour quelqu'un qui s'intéresse au test, c'est clé. On est capable de ouvrir le capot, le refermer et que ça marche.
Donc ça, c'est aussi un autre aspect. Donc dans cette poursuite-là, je te disais, première approche, collecte de données, parce qu'on sait ce qu'on a besoin pour faire le rapport. Deuxième aspect, et ça peut être très long dans les process, c'est du coup, en fonction de cette collecte, interagir avec le management. Est-ce que vous aviez pensé à ça? Est-ce que vous aviez identifié des éléments non récurrents? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi telle région performe de cette manière-là? Pourquoi le taux de marge brute évolue de cette manière-là, etc. En fait, on se positionne déjà un petit peu comme si on était en buy-side. On peut pas faire les 2 avec la même équipe, mais moi, je regarde mes dossiers de sell-side un peu comme en buy-side, c'est-à-dire que je me dis: «Quelles vont être les questions qui vont m'être posées?» Mmh. Et donc tout l'exercice de la phase 2 jusqu'à la phase 3 qui est celle de la préparation, finalisation du rapport et donc que tout le monde autour de la table, se forge une conviction sur, ces chiffres, ces explications et notre position en tant que vendeur. Du coup, tout ce travail-là, moi, je le formule un petit peu en me disant: «Tiens, qu'est-ce que l'acquéreur va bien pouvoir me poser comme question?» Donc c'est vraiment un travail de prévoir pour mieux accélérer le process de vente. Voilà. Tu peux partager une mission particulièrement, marquante depuis que tu as débuté dans ce métier? Alors oui, il y en a heureusement beaucoup. Ça, on a beaucoup de chance qu'on n'est pas sectorisé. Donc on fait vraiment, beaucoup de types de secteurs. Ça peut être, des labels de musique, de la location de voiliers de luxe, des équipements aéroportuaires, des actifs industriels et je vais venir justement à ta question sur le dossier en particulier. Des actifs industriels du coup, dans le domaine de l'aéronautique et par facilité et puis parce que c'est aussi, ce que j'ai expérimenté, je conseillais, du coup un grand groupe, français, aéronautique dans un process d'acquisition, d'un très bel actif français, donc du coup dans l'industrie, aéronautique également, qui était aussi son fournisseur et hem et finalement pourquoi je choisis ce dossier-là? Parce que je conseillais mon client qui était part à la transaction, mais en fait, on n'était pas seul. C'est-à-dire qu'un consortium s'était formé autour de cette opportunité de soutenir et de racheter ce fournisseur. Et donc, on avait les 2 plus grands groupes, de l'aéronautique français qui s'intéressaient à cet actif et la chose qui m'a modifié un peu mon expérience du TS au quotidien, c'est que au-delà de transmettre un rapport de buy side due diligence à mon client, finalement, on devait aussi convaincre tout le consortium Mmh. et on arrivait sur des calls à 40 ou 60 personnes pour présenter les données et la chose qui m'a le plus plu et pour des raisons de confidentialité, j'évite de donner trop de noms, mais sur ce dossier-là, c'est la complexité. C'est, de se rendre compte que finalement, l'information financière, donc qui est auditée, qui est certifiée, derrière, il y a un certain niveau de complexité par des opérations à l'international, par exemple, que seuls des experts, donc en transaction services, peuvent, appréhender et expliquer aux autres. Voilà. Donc l'idée, c'est pas il y a bien sûr que mes clients arrivent à comprendre ce qu'ils achètent, mais ça nous en fait, on leur permet d'aller plus vite. Parce que moi, finalement, je refais le lien sur un autre aspect que tu me disais, transaction services par rapport au reste. Finalement, moi, je vois qu'une partie assez limitée de l'iceberg de la transaction, c'est la finance. Mes clients, ils doivent se convaincre sur tout l'iceberg Mmh. et souvent derrière aussi. Donc la stratégie, le RSE, le taxe, les risques légaux et cetera. Moi, j'essaie de leur accélérer leur compréhension des états financiers. Donc cet aspect-là sur cette mission était génial pour ça, parce qu'il y a un tel niveau de décalage entre les comptes présentés et les comptes ajustés que, au travers de l'exécution de ce dossier, j'étais encore manager à l'époque, on se dit: «Ah, c'est pas mal comme métier». Voilà. Alexis, je passe à la deuxième partie de ce podcast consacré à comment on intègre le Transaction Services. Alors d'abord, pour l'intégrer, il faut comprendre l'écosystème. En France, il existe plusieurs acteurs sur ce marché du TS et EY est évidemment l'un des leaders du marché avec les autres Big Four, KPMG, Deloitte et PwC, et puis d'autres cabinets qui ont émergé, comme Elliott Advisory ou Alvarez Marsal. Comment cartographier le marché du TS aujourd'hui et en quoi EY se distingue-t-il des autres acteurs? C'est une question qui est intéressante parce que la réponse, elle aurait été très différente quand moi je m'intéressais au marché quand j'étais étudiant. En 2016, moi à la sortie de l'ESSEC, il y avait les Big Four, ils sont indétrônables, ils Mmh. étaient toujours là. Il y avait moins d'acteurs émergents.
Eight était déjà présent, mais pas dans l'envergure qu'on connaît actuellement. Et donc du coup, le choix de quelqu'un qui sortait de grande école, bah, il était plus facile parce que, il voyait, bah, de toute façon Deloitte, Eight, PwC, KPMG, c'est les institutions historiques, EY. Il avait moins la question de se dire: «Tiens, qu'est-ce qu'il y a comme autre acteur?» Aujourd'hui, les cartes sont rebattues. Alors l'histoire de chacun des et on peut même plus appeler ça des nouveaux acteurs. C'est des acteurs maintenant qui ont la même position que nous. L'histoire de ces acteurs sont souvent liées aux nôtres, la plupart du temps. C'est super expériences entrepreneuriales. Hem, Comment différencier EY par rapport à tout cela? Alors je sais pas si c'est l'expertise comptable qui me force ça, mais la déontologie me dit que tous mes confrères sont respectables, ça c'est certain. Après, je pense que c'est plus une question d'équipe. Alors on est dans les grandes firmes, le niveau moyen de nos firmes, au sein de nos firmes est bon. C'est une question de crédibilité, de légitimité sur le marché. Mais après, et je pense que c'est hyper important pour les jeunes qui cherchent à rentrer en TS, c'est le fit avec une équipe. Heu, les services au sein des différents acteurs, il y a bien sûr des différences. Par exemple, je vais te donner une différence chez EY, je pense que j'ai pas retrouvé ailleurs sur le marché pour l'instant, c'est la marque EY Parthénon. EY Parthénon, c'est toute notre marque autour de la transaction, qui englobe transaction services, valorisation, commercial due diligence, donc le conseil en stratégie est également embarqué dedans. Bah, bien sûr, TS, j'ai déjà cité, M&A, tous les métiers de la transaction sous une seule marque. Et au quotidien, ça se remarque. C'est-à-dire que, moi, j'ai des échanges avec, des consultants en stratégie, on pitch ensemble, donc la démarche commerciale se fait ensemble et ça, je suis pas sûr qu'il y ait forcément tous les acteurs de la place qui puissent le faire ou en tout cas le proposer à l'heure actuelle. Donc pour ta différence entre EY et les autres, j'insisterai là-dessus et le deuxième, voilà, c'est vraiment l'aspect du fit. Je pense que c'est, même si on est beaucoup dans ces firmes et on a vraiment, des équipes, importantes en volume pour répondre aux demandes du marché. Je pense qu'il y a un retour de l'individualité et des équipes et des personnes qui se fait. C'est-à-dire que moi, l'étudiant, que je rencontre et qui me dit: «Je doute entre EY et d'autres», je lui dis: «Bah, écoute, moi, je te fais la promesse que ton expérience chez nous va se passer comme ça». Et on a la chance chez EY par rapport à beaucoup d'acteurs d'avoir, je pense, quand même des matériaux sur lesquels travailler qui sont hyper intéressants et des bonnes équipes. Donc ces 2 combinés avec le fit avec l'étudiant, ça doit l'aider dans son choix. Voilà. Une fois qu'on a identifié les principaux acteurs, il faut postuler, candidater. Hem, En TS, quel profil recherche EY en tant que recruteur? Ouais, bah, écoute, les profils, en transaction services, ils sont assez clairs finalement parce que sur tous les sites, vous pouvez retrouver, les listes de qualité, de parcours qui sont demandés, les écoles cibles et cetera. Donc ça, je vais pas passer trop de temps dessus, mais les qualités en tant que professionnel du TS et recruteur également, ça va être un, avoir quelqu'un qui a soif. Alors ça, c'est assez rare pour que je souligne, c'est que moi généralement je choisis quelqu'un quand je vois dans sa façon de parler, dans son regard, dans sa façon de présenter son parcours, qu'il a soif d'apprendre. Nous, notre métier, c'est avant tout un métier de learning curve. Donc si je n'ai pas quelqu'un qui est en face de moi, a vraiment pas affamé, c'est pas ça, mais qui a vraiment envie de s'investir, ça commence déjà mal. Donc déjà, il faut savoir démontrer sa motivation et pour démontrer sa motivation, il faut savoir ce vers quoi vous allez vous orienter. Donc j'espère que la vidéo permettra de clarifier ça. Donc déjà, c'est ça, avoir envie d'apprendre. Ça, c'est le premier truc. Deuxième aspect, c'est un peu ce que les Américains, disent quand on suit quand on regarde un petit peu le domaine du recrutement et cetera, c'est: «Faites vos homeworks» et ça, je trouve qu'en 2025, il est beaucoup plus facile de faire son travail de préparation aux entretiens qu'à l'époque quand moi je suis sorti en 2016 de l'ESSEC. Il n'y avait pas de contenu comme, vous développez chez TrainingView. Il n'y avait pas d'interview comme vous faites chez TrainingView. Il n'y avait pas de ressources sur le marché du transaction services parce que c'est un métier jeune et ça je veux aussi le mettre en perspective, c'est que le métier du transaction services parmi les autres métiers de la finance d'entreprise, ça reste un métier jeune. C'est un marché qui évolue. Comme tu l'as dit, il y a plein d'autres nouveaux acteurs donc ça s'enrichit et moi je me rappelle quand je suis rentré chez EY, j'avais 2 à 4 camarades de promo. Il y avait Mmh. 2 ou 4 CDI offerts par an.
Maintenant, on parle de promotion de 12 à 20 personnes par an. Donc ça n'a rien à voir en termes de maturité de marché. Donc sur ça aussi, faites vos travaux pour dire pourquoi le TS, et après, si vous choisissez EY ou un autre acteur, pourquoi cet autre acteur? Je pense qu'il faut rentrer dans le détail, regarder les deals. En plus, les équipes maintenant communiquent plus sur leurs deals, donc c'est plus facile de collecter de l'info. Voilà. Quelles sont les expériences ou les stages spécifiques qui sont pertinents pour se démarquer quand on postule pour un stage ou pour un premier CDI en TS? Ouais, très bien. Alors, parmi les expériences, moi j'aime bien dire que toute expérience en finance d'entreprise est bonne à prendre. Heu, c'est pas facile d'avoir un premier stage quand on est en école. Ça, on est tous confrontés à ça. On est tous passés par là. Voilà, c'est le premier, c'est dur. Donc, soit vous brillez en cours de compta et vous avez un stage en audit. Moi, c'était mon cas, j'ai eu beaucoup de chance avec mon professeur de compta qui était partenaire d'audit. Soit vous faites du contrôle de gestion. Je veux que vous soyez confrontés à des états financiers. Donc, contrôle de gestion, audit, légal du coup, heu direction financière, M&A, parfait, private equity, génial. Voilà, donc c'est toujours les métiers de la finance d'entreprise. Je pense que c'est pas possible de se présenter en CDI, en TS, sans expérience en finance d'entreprise. On n'a jamais screené personne là-dessus. Donc il faut vraiment avoir une première expérience. 2 expériences, c'est mieux, pour que je puisse ensuite, dans l'entretien, vous poser des questions sur qu'est-ce que vous avez fait dans ces stages et raconter une histoire au travers d'états financiers. Comme ça, on commence à travailler ensemble. Mais voilà, intéressez-vous à la finance d'entreprise parce que nous, c'est la matière reine de la finance d'entreprise, quoi. Tu parlais de l'entretien, juste maintenant. À quoi ressemble un entretien en TS? Ouais, alors cet entretien en TS, en tout cas chez EY, il a 3 composantes. Première composante, on a un atelier de groupe afin de voir comment vous allez vous positionner par rapport aux autres étudiants qui passent les entretiens. Donc c'est de la prise de parole, c'est l'écoute, c'est, la prise de notes, et cetera. Ça, c'est le premier. Deuxième aspect, c'est rencontre d'un manager. Alors nous, on a innové chez EY depuis que d'ailleurs je suis rentré, même avant. Je me suis toujours posé la question pourquoi EY ne propose pas de cas pratiques techniques pour les gens qui rentrent en débutant. Moi, je suis convaincu qu'en fait, on n'en a pas besoin. Parce que lors de l'échange, on va vous tester sur votre parcours académique, votre parcours professionnel au travers des stages, voir si vous avez fait des choses intéressantes. Et moi, ça m'intéresse plus de vous poser des questions sur vos expériences pro, sans briser de la confidentialité, mais pour voir si vous vous êtes posé certaines questions que moi, je me poserais si je regardais les sociétés que vous avez regardées. Voilà. Donc, c'est plus un dialogue et un échange. Il faut être capable, quand vous êtes en entretien, du coup, on reviendra sur ces qualités-là, sur bien expliquer ce que vous avez fait. Ensuite, le troisième aspect, quand vous avez réussi ces premières et deuxième étapes, c'est celui du partner meeting. Donc, c'est la rencontre avec un associé. Et là, l'associé va revenir sur votre parcours, sur vos motivations et sur les notes que le manager ou senior manager a pu laisser sur votre précédent entretien. Donc, ça permet de creuser certains points, mais là, on va moins dans le détail technique, etc. Dans l'entretien, sur quels aspects techniques il faut se préparer? Ouais, alors sur ça, les aspects techniques, à nouveau, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de contenus qui sont disponibles maintenant. Heu, vous éparpillez pas, prenez des bons corpus de formation là-dessus. Et je sais que Training en propose, et cetera. Mais ce qu'il faut, c'est que vous soyez prêts sur les incontournables de la finance d'entreprise. Alors je les cite parmi, lesquels j'aime bien, questionner les intervieweurs, enfin les candidats. Heu, décrivez-moi un bilan économique. Voilà, alors comprendre qu'il y a un bilan comptable, actif, passif et un bilan économique, du coup, fixed asset, enfin et actifs immobilisés, BFR, dette net, equity, ça peut alimenter pas mal de minutes d'entretien et moi, ça me permet de voir très rapidement si j'ai affaire à quelqu'un qui comprend à peu près la finance d'entreprise. Il y a pas besoin d'avoir une réponse, attendue d'un senior ou d'un manager chez nous, il y a pas de problème, mais je veux avoir un dialogue pour voir où vous en êtes, ça me permet de jauger et je valoriserai plus la capacité que vous avez à identifier les différents aspects, sans aller à la conclusion, mais plutôt le chemin intellectuel que vous suivez. Donc ça, c'est voilà, bilan économique, ça peut être qu'est-ce que la dette nette? Dette financière nette, qu'est-ce que peut être, la valeur d'entreprise et l'equity value, à quoi ça sert? Donc ça, c'est des sujets
plus M&A, moi je détermine des composantes de l'enterprise value et des composantes de l'equity value, mais je fais pas tout seul. Mais c'est important puisque c'est des choses en école de commerce qu'on voit. Et puis par exemple, un autre élément, c'est le BFR, qu'est-ce que c'est? Ou alors encore, expliquez-moi un petit peu l'EBITDA, comment je calculerais? Même s'il y a pas de réponse figée dans le marbre, mais c'est la démarche intellectuelle qu'on recherche. Je confirme que toutes ces notions sont évidemment abordées dans nos différents cours sur TradingView pour ceux évidemment qui vont postuler en TS après avoir regardé ce podcast. Alexis, avec ton recul, quels sont les principaux pièges à éviter quand on passe un entretien en TS? Et j'enchaîne avec une autre question. Euh, Toi, quand tu passais des entretiens, est-ce qu'il y a une situation difficile que tu as réussi à surmonter? Ouais, alors les questions pièges, je pense qu'elles sont principalement d'ordre de fit et technique. Alors de fit, c'est si je vous demande pourquoi EY et que vous me donnez que des éléments qui sont applicables à tous les cabinets de la place, Mmh. je vais pas ressentir que vous êtes si intéressé que ça pour EY. Et je comprends que vous candidatiez à toutes les firmes importantes de la place, mais moi c'était mon cas quand je suis sorti de l'ESSEC en 2016. Mais par contre, il faut que vous travailliez l'entretien pour donner votre conviction sur EY. Ça, c'est hyper important. Donc, premier aspect, l'erreur critique, c'est le manque de conviction que vous pouviez faire apparaître dans l'entretien. Deuxième aspect et deuxième erreur, et comment moi je me rappelle l'avoir évité, c'est tomber dans un échange technique qui n'en finit plus. Vous avez une question qui est tombée, je sais pas, vous m'avez raconté que vous travailliez dans un fonds qui investit dans des salons de coiffure. Je vous pose quelques questions dessus, on parle des stocks, et là, je me rends compte que vous vous perdez là-dedans. Il faut vraiment que quand vous racontez, vous déroulez votre CV, vous répondez aux questions techniques, donnez des réponses, marquez une pause, voyez si en face on veut approfondir ou pas, mais surtout ne partez pas dans un Mmh. monologue Mmh. ultra technique, parce que pour peu que je connaisse le sujet, après ça va me donner des billes pour vous coincer. Non mais je veux dire, c'est sur ça, faut pas montrer trop de faiblesse. C'est un jeu de séduction l'entretien, donc découvrez-vous, mais il faut jusqu'à un certain point. Mmh. Alexis, une fois qu'on a réussi, cet entretien et qu'on a la chance d'être recruté, une fois en poste, quelles sont les, qualités essentielles pour réussir en tant que jeune professionnel en TS? Ouais, alors ça, c'est une super question. Et c'est encore plus important parce que quand j'évoquais tout à l'heure, d'avoir soif, il faut pas avoir que soif lors de l'entretien, faut avoir soif dans toute sa carrière professionnelle. Soif de connaissances, soif de rencontres aussi. On a la chance, d'avoir plein de professionnels de types différents chez EY, et ça doit rentrer aussi en compte, c'est rencontrer les gens. Alors le Covid nous a fait beaucoup de mal là-dessus. Mmh. C'est pas facile, je trouve, de recréer, ce lien qui était naturel avant. Et donc les conseils que je donnerais, ils sont, les suivants. Hem, Partie soft skills. Premièrement, commencer à construire sa marque en se connectant avec sa promotion et les gens au-dessus. Ça implique souvent d'être au bureau, de rencontrer les gens, et le télétravail ne permet pas toujours d'accomplir ce 1er soft skill. Deuxième aspect, démontrer qu'on a soif de choses d'apprendre. Le télétravail, ça rend parfois aussi les choses compliquées pour, savoir si un tel ou X, Y, est en train d'avancer sur une tâche ou est-ce qu'il est, un peu en stand-by. Mmh. Bah, pour réussir votre expérience professionnelle, ça va être de faire appel à vos managers, à vos senior managers, à vos seniors sur: «Bah, là, je commence à avoir fini, qu'est-ce que je dois faire?» Ça, c'est vraiment une action, en fait, c'est de la proactivité. Et c'est hyper valorisé dans notre métier et c'est essentiel pour construire sa carrière. Je pense que la learning curve dont je parlais tout à l'heure, elle n'est atteignable que si vous allez la chercher. Donc, je vais, faire des pitchs commerciaux pour aider, les partenaires ou les senior managers du cabinet à conquérir telle ou telle opportunité. Je vais voir si telle mission on a besoin de moi, et cetera. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Ça, c'est le soft skills, 1 et 2. Troisième aspect, je pense qu'en tant que consultant, je reprends un peu de recul par rapport au TS, mais ça s'applique à tous les types de consultants. On est un people business. La première qualité du people business, ce sont ces gens. Ce sont les consultants. Donc quand je rejoins EY ou je rejoins un autre cabinet, j'incarne
Mon école que j'ai laissée il y a peu de temps, donc j'essaie d'aider au recrutement dans mon école. Je suis l'ambassadeur de mon école. Ça, c'est hyper attendu maintenant et c'est une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres membres de votre promotion, de se dire: «Tiens, j'ai fait X ou Y business school, je vais aider à recruter, je vais intervenir dans cette école» et cetera. Et puis en plus, ça vous construit votre propre marque. Troisième point. Et ensuite, je vais revenir plus sur le hard skills, pour le TS en particulier. Ce qui est attendu des personnes qui nous rejoignent, donc au grade de débutant, donc assistant débutant, assistant expérimenté, même senior 1, c'est avant tout l'exécution. Donc nous, on fait face à des volumes d'informations financières conséquents. Euh, il faut pas se tromper. Il faut éviter. On se trompe tous, mais par contre, ce qu'on apprend en TS, c'est à vérifier si on s'est trompé. On a plein de manières de créer des filets de sécurité. Et donc, ces 2 ou 3 années de jeunes grades dans notre firme doivent être investies sur comment je crée mes filets de sécurité. Donc ça, c'est hard skill, filet de sécurité, exécution, fiabilité. Ensuite, autre hard skill qui est important, je pense, c'est je suis très bon sur Excel. Ça, il faut prendre le pli assez tôt parce qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a des gains de productivité qui sont faits tout au long de votre carrière professionnelle. Pour être moins bon par la suite, moi je me rends compte déjà que je perds des trucs, mais il faut être fort en formule sur Excel, avoir les bons raccourcis, etc. Parce qu'on traite, comme j'ai dit, beaucoup de données, ça fait partie du sujet. Et dernier hard skill, il faut démontrer aussi qu'on a de la curiosité et qu'on comprend ce qu'on fait. Parce que nos premières années, puisqu'elles sont beaucoup orientées sur l'exécution des données financières, parfois on n'a pas la global picture. Et de toute façon, on ne peut pas l'avoir. Parce qu'il y a parfois certains dossiers qui vont tellement vite que les gens qui commencent ne peuvent pas avoir toute l'image du dossier. Mais il faut lire. En fait, je pense que c'est un point qui est souvent oublié maintenant, que la business school, c'est bien, mais après, il faut continuer à apprendre après. Et quand on est un professionnel, il faut continuer à apprendre. Alors, soit on se force à apprendre, on passe le diplôme d'expertise comptable, le DSCG, un master de droit en parallèle, etc. C'est pas facile, ça prend beaucoup de temps. Soit on apprend sur les dossiers, on lit des rapports. Comment on analyse tel secteur? On se cultive. Notre valeur première en tant qu'expert vis-à-vis de nos clients, c'est notre culture des dossiers. C'est-à-dire qu'on a fait tellement de dossiers en si peu de temps, alors parfois qu'on évolue plus de temps, qu'on devient légitime parce qu'on a les bons réflexes. Donc on voit cette ligne de chiffre d'affaires, de coûts, et on voit directement les sujets. Certains métiers financiers sont connus pour leurs lourdes charges de travail. C'est parfois le cas du M&A. Le TS implique-t-il aussi des horaires particulièrement intenses? Autrement dit, quel est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle en TS? Alors ça, c'est un point hyper important pour se projeter dans le domaine de la transaction. Déjà, il ne faut pas donner de faux messages dessus. Comme on l'a dit ensemble, Transaction Services, c'est un métier de la transaction. Donc on intervient dans des moments extraordinaires pour nos clients, que ce soit le dirigeant, le fonds d'investissement, la société. Donc qui dit moment extraordinaire, dit moment de pression. Donc c'est quand même un métier où il y a de la pression. Moment d'intensité, en fonction du deal M&A, le rythme du banquier d'affaires, il le transmet à tout le processus. Donc les experts aussi sont amenés à suivre la cadence finalement. Donc ça, l'intensité est présente. Mais après, là où je marquerai quand même un point de différence par expérience depuis maintenant que j'ai commencé en 2016, c'est que en moyenne, les horaires en TS sont pas comparables aux horaires en M&A. On n'est pas sur la même gamme de volumétrie, et GRM aussi parfois sont pas comparables avec certaines heures de conseil en stratégie. Donc je veux dire, on travaille beaucoup, c'est un des métiers de la transaction, mais j'estime que ça reste quand même contenu pour les jeunes recrues qui nous rejoignent. Et il y a un autre aspect, je pense, qui aide beaucoup et qui évolue dans le monde entier, on le voit aux États-Unis, etc., sur le recours au télétravail. Le recours au télétravail a permis aussi de gérer mieux cet aspect vie pro, vie perso et ce sujet de gestion des heures. Ça, c'est évident, et j'ai tendance à dire que post-Covid, la vie professionnelle d'un consultant en transaction est quand même plus soft qu'auparavant. Voilà. Quels sont les salaires à l'entrée en Transaction Services et comment cette rémunération évolue-t-elle avec le temps, sur la durée, quand on passe les différents grades? Ouais. Alors sur le sujet des salaires, moi c'est difficile finalement de le comparer parce que moi quand j'ai commencé en 2016, les salaires étaient beaucoup plus bas. Entre-temps, on a eu de l'inflation cumulée, ce qui explique pourquoi tout a été revalorisé. Ce que je peux dire, c'est que le salaire en Transaction Services,
c'est un salaire compétitif par rapport aux autres firmes des Big Four Mmh. et des acteurs indépendants. Je vais donner un chiffre à peu près. Maintenant, un consultant, il est entre 50, 55, 60 en fonction des profils aussi d'expérience. Mmh. C'est-à-dire que si quelqu'un a déjà eu des jobs auparavant, il va forcément pas commencer comme quelqu'un qui commence, enfin qui vient tout juste de commencer. On a, je trouve, de plus en plus valorisé les expériences de stage que peuvent avoir nos nouveaux entrants. Chose où finalement, peu importe les stages que vous aviez réalisés à l'époque, on commençait au même salaire. Donc pour moi, c'est les salaires compétitifs et ils le sont d'autant plus ces dernières années suite à la revalorisation. Avec des perspectives d'évolution qui sont en général plus fortes que dans d'autres métiers, par exemple ceux en corporate. Ouais, alors c'est ça, ce sujet après je trouve, opposer consulting et corporate, c'est vrai que normalement, en tout cas, quand je regarde, moi j'ai une courte expérience encore, mais quand je regarde la courbe de progression des salaires, c'est vrai qu'en pourcentage annuel, j'ai plus que ce que peuvent me raconter certains amis qui sont en corporate. J'ai pas les mêmes horaires non plus. C'est-à-dire qu'il faut toujours, je pense pour les étudiants et les gens qui écoutent ce podcast, comparer l'intensité, de temps Mmh. Mmh. versus le salaire pour s'y retrouver, parce que c'est ça aussi, hein, qui rentre en jeu. Et le deuxième aspect, le corporate ça fonctionne beaucoup par palier. Mmh. Et ça, je veux vraiment sensibiliser là-dessus aussi, parce que dans les cabinets de conseil, on a beaucoup de gens qui partent faire du corporate, et cetera. Il y a une question de palier d'expérience. C'est-à-dire que si vous êtes mature en transaction services, vous avez acquis le bagage technique suffisant, vous avez fait des process, vous savez répondre aux investisseurs, alors la porte du corporate comme directeur financier, elle s'ouvre. Mmh. Et un directeur financier, c'est un volume de responsabilité qui est très important Mmh. et donc une rémunération aussi Mmh. importante. Mmh. Mais c'est pas la même responsabilité que mon obligation de moyens en tant que consultant. C'est pas le même stress au quotidien, c'est pas non plus les mêmes ressources au quotidien non plus. Donc c'est difficile, je trouve, de faire le benchmark parce que il y a plein d'autres choses dans l'environnement de travail qui changent. Voilà. On est J'ouvre moins payé qu'en M&A. Voilà, et on travaille aussi moins, je pense. j'ouvre la troisième partie de ce podcast consacré aux options possibles après le Transaction Services. Quelles sont les principales évolutions, les principales mobilités en interne ou en externe vers d'autres métiers ou secteurs possibles après quelques années en TS? Alors écoute, sur les mobilités, elles sont à 2 titres. Mobilité géographique, donc EY est une firme mondiale intégrée. Mmh. Tous les ans, on peut postuler pour partir aux États-Unis, en Asie, en Espagne, au UK, bref. Je trouve que le champ de bataille est plutôt ouvert. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a peu de Français qui candidatent. Voilà. Donc ça, c'est un OK. point. Mobilité internationale, c'est possible Mmh. et même j'aurais tendance, moi, à titre personnel, de le recommander. Même si je l'ai pas Mmh. fait, je trouve que dans la maturation d'un projet professionnel chez EY, c'est bien de partir à l'étranger Mmh. pour découvrir un petit peu, comment ça fonctionne. C'est pas les mêmes façons de faire du TS parfois, c'est pas les mêmes maturités du coup de projets, de TS et cetera. Donc c'est bien, c'est une bonne expérience. Donc ça, c'est la mobilité géographique qui est possible. Ensuite, il y a une question de mobilité, de métier. Donc là, on arrive sur un petit peu le chapeau que je commentais tout à l'heure de EY Parthénon. C'est quelque chose qui est de plus en plus possible, de plus en plus favorisé, Mmh. parce que demain, nous, notre marque, elle est unie dans le transaction. Donc quelqu'un qui sait travailler, même si on reste quand même des experts, donc on pourra jamais demain se dire: «Je sais tout faire». Ça, j'ai un vœu pieux, mais de savoir comment fonctionne le conseil en stratégie et l'équipe de conseil en stratégie EY Parthénon. Comment fonctionne l'équipe Operational Transaction Services. Comment fonctionne le tax, le legal, et cetera. Même c'est des métiers plus différents. Bah, ça permet demain d'être face à un client et dire: «Bah, oui, on sait faire et en Mmh. plus, je sais ce qu'ils font». Mmh. Donc voilà, mobilité entre restructuring TS et Parthénon, c'est des choses qui sont faisables. Alors là, tu parlais des mobilités aussi en interne. Pour d'autres métiers, Ouais. quels sont les principaux métiers en corporate finance ou en conseil, pour lesquels le TS peut être un bon, entre guillemets, «tremplin»? Et je vais donner plusieurs exemples si tu me le permets, Alexis. La première transition qui est possible peut-être, c'est basculer
du TS vers le M&A. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as vu des cas de changement pro de ce métier vers le M&A? Alors j'en ai vu, ils sont rares, Mmh. honnêtement, Mmh. ça reste quand même assez rare parce que je pense que l'école du M&A, tu la connais beaucoup, mieux que moi, j'en ai une image qui forge dès l'année 1 et que si on a fait 3-4 années, en TS avec un moule différent, je suis pas si sûr que dans des grosses institutions, en tout cas que je croise, on soit toujours capable de repartir en M&A. Mmh. Donc c'est plus rare, Mmh. ça existe, j'ai des cas, qui me viennent, mais ça reste quand même plus rare. Après, je pense que l'expérience du TS qu'on peut revendre en M&A, c'est quand, à la rigueur, on est vachement expérimenté parce que Mmh. vous avez une telle connaissance des deals, Mmh. une telle connaissance finalement des contreparties, donc clients, fonds d'investissement, corporate, que parfois vous avez les compétences, attendues parfois d'un banquier d'affaires dans le deal making. Mmh. Mais ça reste des métiers différents, voilà. Donc c'est plus rare. Il y a une autre transition qui est peut-être plus, naturelle, c'est celle du TS vers le private equity. Là encore, dans quelle mesure cela te semble possible? Ouais. Alors celle-ci, c'est l'une des voies dorées du transaction services, pour plusieurs raisons. Je pense que déjà, moi en tout cas au quotidien, je travaille avec des fonds d'investissement et je suis dans la spécialité private equity, donc mes clients sont des fonds d'investissement. Donc ça facilite de se projeter quand on travaille au quotidien avec eux. Donc je pense que beaucoup de collaborateurs partent en private equity parce que ce sont nos clients et que du coup, ils ont une compréhension de comment ils travaillent, leurs attentes et si ça peut fitter avec eux. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. C'est le quotidien. Le deuxième aspect, c'est bagage technique. Un investisseur en private equity, il a besoin de cette expertise financière, même si c'est pas l'unique Mmh. expertise dont il a besoin. Le private equity, je sais que vous, au travers de différents entretiens que tu as avec des banquiers d'affaires et tout, ils le mettent en avant. euh, Ça demande des talents qu'ont les banquiers d'affaires. Beaucoup de gens en private equity sont des anciens banquiers. Beaucoup sont aussi des anciens du transaction services parce que pour comprendre l'EBITDA que j'achète en private equity, mieux vaut peut-être parfois avoir fait du transaction services. Bien s'entourer. Mais je veux dire, c'est une bonne passerelle. Voilà. Donc c'est les deux passerelles clés, enfin les deux raisons clés de la passerelle que je trouve. 3e, transition possible, du TS vers les métiers du conseil. Heu, dans quelle mesure cela te semble pertinent? Alors, vers le conseil général. Donc ça, alors, ce que je veux dire, c'est que c'est important pour les étudiants de se dire, on fait du conseil. Il y a des milliards de façons de faire du conseil Mmh. actuellement. Oui. Et je pense que comme dans un village, il faut choisir son craft. Soit on est forgeron, on va dire que c'est le TS, tiens, soit on est poissonnier, soit on est boulanger. Donc si on sent, moi j'en ai des cas comme ça récents qui euh, ont décidé de partir d'EY en Transaction Services et qui sont rentrés en conseil en stratégie. Mais parce que, et à nouveau, je Mmh. leur dis bravo, parce que si la matière financière ne vous charme pas au-delà du raisonnable, continuez peut-être pas toute votre vie en transaction services, on ne fait que ça. Donc, partez en conseil en stratégie, et là, vous avez d'autres aspects, souvent parfois plus complexes à revoir, sur la top line, sur les marchés, le market sizing, la dynamique produit, des réflexions stratégiques de portefeuille, etc., qui sont pas que financières comme considération. Donc ça, pourquoi pas? Finalement, je veux dire, il y a pas, on signe pas chez EY Transaction Services et on a un marqueur à vie pendant 60 ans de conseil financier. On peut changer de voie si on s'est trompé. Quelles sont les qualités ou les compétences acquises en TS et transférables vers d'autres métiers? Je pense que la première compétence, c'est la compétence technique. C'est quand on commence à avoir de la seniorité en TS, on est capable d'avoir un discours avec un directeur financier technique sur les sujets financiers et comptables. Mmh. Donc, je sais régler un problème comptable, je sais régler un problème d'analyse financière, que des investisseurs peuvent regarder. Donc on a le bon niveau de lecture. C'est un peu comme un professeur de philo quand on faisait des lectures de textes. Le professeur de philo voit les choses avec un degré de lecture différent. Alors je ne compare pas un prof de philo, mais en tout cas, quand je vois les états financiers, j'ai un degré de lecture différent de celui que j'avais quand je suis sorti de l'ESSEC en 2016. Mmh. Donc j'arrive à être conseil auprès de la direction financière. Mmh. Ça, c'est le premier truc qui peut être transférable. Donc, est-ce que c'est de prendre la main d'une direction financière? Ça reste un métier quand même très différent.
d'être directeur financier que d'être consultant. C'est pas la même approche, franchement, c'est pas calcable immédiatement. Et deuxième aspect, quelque chose qui est transférable, l'une des grosses parts de mon métier au quotidien, c'est de recruter, de former, de faire évoluer et de créer un groupe qui fonctionne. Alors, un groupe, pas EY, mais au moins un sous-groupe au sein du Transaction Services. Et ça, c'est quelque chose qui est transférable dans beaucoup d'expériences. Le fait de mentorer, le fait de faire évoluer, etc. Et troisième aspect qui est transférable, moi je le vois au travers des conseils que j'apporte à mes clients qui sont en fonds d'investissement, etc. À force, on commence à comprendre quand même ce qui distingue un bon investissement d'un mauvais investissement. Donc je pense que quelqu'un qui a fait une carrière chevronnée en TS, il doit quand même être capable d'avoir un peu de flair pour investir en finance d'entreprise et acheter des sociétés. Alexis, on arrive doucement vers la fin de ce podcast, mais il reste une partie traditionnelle, c'est le quiz du Choose Your Career. J'en rappelle les règles rapidement, ce sont des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de ton côté. Parfait. La plus grande qualité pour évoluer en Transaction Services. La soif d'apprendre. Ton meilleur souvenir professionnel. Mon diplôme d'expertise comptable. Ton pire souvenir professionnel. Des choix que j'aurais pas dû effectuer si j'avais pris le temps de réfléchir. La question que tu aimes poser en entretien. Ce que j'aime bien poser, alors moi c'est vrai que ça me permet d'ouvrir le débat, mais j'aime bien les questions techniques sur bilan économique, parce que finalement ça me permet de relier tous les thèmes de finance d'entreprise avec le candidat. La réponse que tu n'aimes pas entendre en entretien. Vous êtes une firme internationale. Si tu ne faisais pas du TS, tu ferais quoi? Un professeur en école de commerce. Le client qui t'a le plus impressionné. Je pense que c'est un fonds d'investissement français large cap. J'aurais tendance à dire PAI pour leur rapidité d'exécution. L'anecdote que tu n'as pas souvent partagée et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui. Écoute, ça me fait penser à un dossier récent. Je me suis retrouvé à découvrir le MMA au-delà de la télévision, puisqu'on a conseillé sur le rachat d'une ligue de MMA en France. Le conseil que tu donnerais à l'étudiant Alexis Fontana qui était à l'ESSEC il y a quelques années? Écoute, je pense que pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur la soif d'apprendre, je conseillerais à l'étudiant de l'époque de suivre son instinct finalement, parce que vous allez avoir plein de questions sur qui choisir en termes de société, de firme, etc. Mais suivez ce que vous avez ressenti. Merci Alexis. Merci à toi. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast, Chose au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers et à vous abonner à la plateforme Training You si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.